Clôture, elle va se faire avec ce thème intitulé « Temporalité, affect et cancer ». Alors, c'est cette notion de temporalité qui est un peu une notion inédite par rapport à cette référence, je dirais, à la pathologie. Alors, on va s'apercevoir que cette dimension de la temporalité, elle a beaucoup à voir ou beaucoup à faire, précisément dans la vie de tout un chacun, mais aussi, je dirais, elle peut forger toute une pathologie, et ça dès l'origine, dès le départ, avec bien sûr une sorte de complexification jusqu'à atteindre parfois des seuils qui mènent à une situation d'impasse. Alors, c'est bien cette référence autour de cette variabilité temporelle pour comprendre comment cette variabilité temporelle engage le psychique comme elle engage l'organique, c'est-à-dire comme elle engage le biologique. Alors, je voulais faire un bref rappel sur le temps, sur cette question du temps, savoir reprendre peut-être quelques éléments dont on a parlé il y a 2 ans, puisque le thème ici c'était le temps. Et vous vous souvenez qu'on avait tenté d'opérer le temps à partir de ces notions de temps physique, de temps psychique, c'est-à-dire le temps de l'esprit, mais le temps aussi de la réalité matérielle. Alors pour ça, on est obligé de se référer par rapport à cette notion de temps physique, de temps terrestre, forcément Einstein, dont la découverte essentielle a été de dire que la notion de relativité permettait de comprendre que le temps, c'est une donnée aléatoire. Ce n'est pas une donnée fixée, définitive, constante. Elle est très aléatoire. Pourquoi ? Parce qu'elle dépend de l'espace et elle dépend de la relation entre les éléments spatiaux, c'est-à-dire les éléments qui occupent, eux, un espace. Si ça dépend des relations et de la position des planètes, ça veut dire que le temps, il est relationnel, puisqu'il est tributaire d'une relation, ne serait-ce qu'à ce niveau-là physique, strictement physique. Alors, ça intéresse la psychosomatique relationnelle, dans la mesure où vous avez entendu ici sans cesse que la relation, c'est précisément le concept fondamental, le concept primordial, c'est-à-dire le principe unificateur, le principe originel, où toute chose existe parce qu'elle est mise en lien, et c'est le lien qui crée les choses, à savoir ce qui se passe entre les choses concernées par cette dimension de la relation, c'est-à-dire cette fonction du lien. Donc la théorie rationnelle, elle va dans le sens d'Einstein, puisque ce concept de relation, c'est le processus majeur, en tout cas à propos de cette réflexion théorique. Alors, très rapidement, il est bien entendu que là aussi, ça va dépendre de la relation entre deux êtres, et également d'une relation qui peut s'envisager, je dirais, de façon spatiale, comme elle peut s'envisager sur le plan temporel. Alors, on sait qu'une mère, elle peut être très proche, elle peut être très loin, elle peut être présente tout en étant absente, elle peut être absente tout en étant présente, elle peut être totalement absente, etc. Et on sait aussi, puisqu'on a beaucoup entendu ça ces dernières années, que la mère, c'est celle qui organise le temps et l'espace, et qu'elle va participer dès le début, tant bien que mal, à une sorte d'homéostasie qui va se jouer bien sûr à un niveau biologique, mais on peut aussi considérer qu'il y a là tout un lien psychique qui va aussi, je dirais, se forger à travers cette dimension psychique, corporelle, charnelle, comme nous l'explique Bowlby, les travaux de Bowlby, où la notion du physique et du sensoriel va avoir une grande importance dans le développement, pour le développement de l'enfant. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment va se forger le temps qui nous traverse ? Alors, je dis bien qui nous traverse parce que le temps, ce n'est pas une donnée quantitative, c'est ce qu'on vient de dire, c'est une donnée qualitative et effectivement, on ne gagne pas de temps, on ne perd pas de temps. Vous savez, on entend souvent des gens dire « Ah, je gagne du temps, j'ai perdu du temps ». Non, le temps, malheureusement, ni ça se gagne, ni ça se perd, il se déroule, donc il nous traverse de façon obligatoire. Alors,
Si on revient à ces dimensions de temps physique et de temps psychique, d'emblée, à quoi on a affaire? On a affaire à cette dimension matérielle, terrestre, physique, qui consiste à penser que si la vie va dépendre du corps, de cette matérialité, et il est bien entendu que même si vous n'avez pas envie de mourir psychologiquement ou avec votre esprit, vous allez quand même être tributaire de ce corps qui, lui, va s'user et va, je dirais, nous montrer sa finitude un jour ou l'autre. Donc, il y a là un temps qui est le temps de la vie, c'est le temps du corps, et ce temps du corps, il est formé lui aussi, ou constitué lui aussi, d'un rythme corporel qu'on assimile au rythme biologique. Donc, tous les organes sont soumis au rythme, il n'y a pas un organe qui échappe au rythme. L'être humain est un être de rythme, au même titre que l'univers est soumis au rythme, y compris même la fonction cellulaire, y compris même la fonction moléculaire. Ce rythme corporel est dépendant, puisqu'on a affaire à ça au départ, on va prendre l'origine, il est dépendant dès la vie fœtale du rythme biologique maternel, comme du rythme des échanges relationnels et du soin maternel, fait de charges et de décharges tonico-émotionnelles. Et après la naissance, ce rythme corporel, il va être lié à une nouvelle donnée, qui est la donnée relationnelle, qui est la donnée en rapport avec l'autre, avec la psychologie de l'autre, et il va naître là un temps que l'on va partager, que l'on considère comme un temps intersubjectif. Alors lui, à plus forte raison, c'est un véritable temps relationnel qui lui aussi est tributaire du mode relationnel de la mère, puisque la mère, elle est déjà, elle, adaptée, adulte, et qu'elle est tributaire aussi d'un environnement social, culturel et ethnique qui propose aussi de se situer dans un temps. Alors, pour définir cette notion de temporalité, on va considérer qu'il y a deux temps et deux vécus de la temporalité qui sont issus du temps du corps physique et terrestre matériel. C'est le temps subjectif, c'est-à-dire celui auquel on a fait allusion, c'est-à-dire le temps imaginaire, c'est-à-dire la référence au passé, au futur, c'est le temps narratif, c'est le temps mémoriel. Celui-ci qui va donner lieu à une temporalité cyclique avec cette notion d'être gérée par cette idée de la double conscience, c'est-à-dire de la conscience de réalité et de la conscience de rêve, qui est la même conscience, mais qui évolue sur une journée de 24 heures. Et puis il y a le temps adaptatif, qui est un temps lié au surmoi, qui va du simple respect du rythme corporel, comme tout un chacun. Il faut faire attention à son propre corps, il faut faire attention à son propre rythme, il faut faire attention à sa biologie. Alors ce temps adaptatif, c'est là où c'est intéressant, il peut aller jusqu'à la soumission totale à non pas un rythme, mais à une cadence qui est souvent exigée par le temps des occupations, par le temps du devoir, par le temps du système, par le temps social, et qui peut parfois devenir tyrannique. Alors, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui avec le burn-out, puisque tous les ouvrages médicaux ou toutes les revues de médecine actuellement ne parlent que du burn-out. C'est bien sûr cette difficulté à pouvoir respecter un rythme et pouvoir gérer un temps. Alors, pour le burn-out, c'est évident. Mais est-ce que pour le cancer, il y aura un lien avec cette notion de temporalité? Alors bien sûr qu'il y a un lien, parce que la maladie cancéreuse, dès le diagnostic, elle va vous confronter à la finitude du temps de la vie, et du temps qui est la vie. Alors est-ce que c'est la seule raison qui provoque cette question douloureuse du temps, dès la découverte de la maladie et de l'éventualité de mourir? Alors les travaux de Sami Ali, et j'ai amené son bouquin là qui s'appelle L'impasse relationnelle, qu'il faut lire parce que c'est un travail qui a été fait sur 6 cas de cancer du sein et où il met en évidence toute la question de cette temporalité. Alors, les travaux du professeur Sami Ali, et particulièrement dans ce livre, semblent indiquer la présence d'une temporalité paradoxale depuis l'enfance.
C'est à ce niveau essentiel et primordial qu'il importe de repérer une forme de vie architecturée par le temps, comme si la forme même de la vie que l'on a choisie évoluait à travers un temps constituant une temporalité qui n'est rien d'autre que la vie. Alors, dans le cas que je vais vous proposer, c'est-à-dire dans l'observation que je vais vous proposer ici, on va avoir affaire à une impasse relationnelle et temporelle, une impasse qui fait un avec la vie. Elle s'est constituée dans un passé relationnel avant et après la naissance, forgeant le caractère de cette patiente autour d'une impasse constitutive, propre à cette temporalité et à cette relation, l'amenant vers un épuisement et une usure cellulaire précoce. Alors voilà, ça c'est un petit préambule sur la question du temps. J'espère que ça va vous aider à comprendre la suite, parce que je vais vous lire le travail de l'observation, où finalement il n'y a pas grand-chose sur un plan conceptuel ou théorique. Vous allez entendre surtout la patiente, et vous allez peut-être vous rendre compte de cette paradoxalité du temps, ou de cette impasse du temps qui est à travers cette observation. C'est à l'occasion d'une présentation autour de la psychosomatique relationnelle que Madame B, participante en tant que membre d'une association et technicienne de métier, vient me trouver. C'est quelque chose que j'avais fait sur Paris, et elle vient me trouver en me disant qu'elle était très concernée par mes propos lors de cette présentation. C'est un premier contact, et à partir de là, elle va demander une prise en charge. Madame B, âgée de 35 ans, est atteinte d'un adénocarcinome intracanalaire du sein droit, de grade élevé, découvert au décours de l'accouchement de sa fille. Aussitôt qu'elle a accouché, en même temps qu'elle a cherché à l'allaiter, elle s'est aperçue qu'elle avait une masse elle-même, et donc c'est à partir de là que ça a démarré. C'est dans sa vie l'effet d'une bombe que rien n'explique. Elle a toujours été vigilante sur son hygiène de vie, sur sa santé. Et elle dira « Il n'y avait pas de maladie autour de moi. Je n'ai pas compris pourquoi le cancer, dira-t-elle. J'ai toujours fait attention. » Déconcertée devant la confiance qu'elle avait de sa santé, elle rajoutera « J'ai toujours fait attention, car il n'y avait pas de raison que je tombe malade. » Cette demande de prise en charge de la part de Madame B, en vue de comprendre surtout la maladie et ses ressorts, a déjà été entreprise dès le premier mois post-diagnostic, c'est-à-dire elle a été voir quelqu'un avant de venir me rencontrer. Je consulte une psychologue qui est généalogiste. J'ai entendu que parfois, on peut porter des histoires qui n'appartiennent pas à son destin. J'ai pensé que c'était bien de réfléchir à ça, et pour moi aussi, c'était le bon moment. Donc aussitôt qu'elle a eu le diagnostic de cancer, elle a couru vers les thérapeutes et elle a voulu absolument savoir ce dont il s'agissait. La première réaction de Madame B consiste à chercher les causes, à contenir et maîtriser cet improbable, cet aléa, ce surgissement que le cancer représente, pour y faire face de façon pratique en devenant plus vigilante que jamais. Elle va aussitôt déplorer le manque d'information des oncologues du centre anticancéreux, où elle dira « Chacun se place dans son précaré, personne ne veut m'expliquer, et moi, moins on me répond, plus je me pose de questions, cela rajoute à mon angoisse, et pourtant je ne demande qu'à croire. » Le travail que je vous présente aujourd'hui va tenter de cerner, à partir des seuls entretiens préliminaires à l'onirothérapie, c'est une thérapie que je pratique, c'est une thérapie relationnelle, et que je vais pratiquer par la suite avec cette patiente. Ça va permettre de cerner une impasse relationnelle, temporelle, sous forme d'impasse concentrique, qui va être corrélée à la maladie cancéreuse. L'intérêt pour ce travail, pour moi, hormis ma vocation de médecin, a été aussi très lié à cet ouvrage du professeur Sami Ali sur la temporalité et cancer. Je restais curieux, après avoir lu ce livre, d'être à l'écoute de cette impasse temporelle dont il parle, je dirais, formidablement, et qu'il souligne à plusieurs reprises, avec différentes formes d'impasse temporelle. Là, il n'y en a qu'une seule que je vais vous citer, mais dans le bouquin, il y a 5 ou 6 formes d'impasse temporelle. Et
au fond, dans ce livre, on s'aperçoit que c'est la temporalité qui constitue la forme même de l'impasse. Hein. Et alors, je dois avouer que quand j'ai eu à écouter cette patiente, une fois de plus, j'ai été subjugué par la pertinence samialienne en quelque sorte, parce qu'il y a 6 cas là, je pourrais rajouter le 7e, ça rentre exactement dans le cadre et ça répète exactement ce qu'on retrouve. Donc il y avait 4 entretiens préliminaires, seulement 4, vont en effet laisser transparaître cette expérience du temps avant et après le cancer, mais vont également démontrer comment chez Madame B, le temps a été fondé et constitué en relation avec une mère dépressive. À propos du temps, il en sera très vite question, d'emblée. D'une part, à cause d'une séance manquée dès le début, et d'autre part, dès le 2e entretien, elle fera allusion à une sorte de temps thérapeutique qu'elle a décidé de consacrer à la psychothérapie et destinée à découvrir ce qu'elle ignore d'elle-même. Donc on voit qu'elle rentre vraiment dans une situation de maîtrise, c'est-à-dire dans une situation de compréhension, et elle va, je dirais, s'appliquer à considérer ce travail de psychothérapie comme un travail, en principe, qui devrait porter ses fruits et lui permettre surtout de comprendre pourquoi ce cancer, parce que c'est ça en fait l'énigme. Alors, grâce à vos questions de la semaine dernière, j'ai du travail et j'ai un guide maintenant grâce à vous. Je me suis aperçu que je ne me soulevais pas de grand-chose de mon histoire et je me suis demandé, après toutes vos questions sur mes origines et ma vie passée, si je devais appeler ma mère, mais comme elle vient bientôt, j'essaierai de lui poser certaines questions plus tard. J'étais contente en tout cas d'avoir des consignes de votre part pour me faire avancer dans tout ce schmilblick. Donc on voit bien qu'elle compte sur moi, c'est-à-dire comme une élève qui va faire son travail de la façon la plus adaptée. Alors on peut s'apercevoir là déjà, simplement avec cette petite référence sur l'idée qu'elle ne se souvient pas de son enfance, etc., ce que je vous disais préalablement, c'est-à-dire que le temps subjectif, là, il est d'emblée mis à mal, tant à travers l'absence de souvenirs d'enfance que par la mise en place de séances conçues comme un travail presque scolaire. D'accord ? Donc on voit très bien qu'il y a là, je dirais, toute une orientation hyper adaptative et que cette notion de temps subjectif, c'est-à-dire les gens qui disent « je me souviens de rien dans mon enfance », alors effectivement c'est comme des gens qui ont vécu un présent continuel avec jamais la possibilité de pouvoir rêver le temps, l'imaginer, avoir des souvenirs, projeter quelque chose dans le futur, etc. C'est ça le temps mémoriel, c'est ça le temps du récit, c'est ça le temps narratif, c'est ça le temps subjectif. Donc c'est un temps imaginaire. Alors on voit d'emblée qu'elle, déjà, elle est là pour dire vous allez me donner des consignes. Et à ce propos, d'ailleurs, dès les premiers entretiens, puisqu'elle avait assisté à une conférence où je parlais du rêve et de la réalité, elle va faire ses devoirs correctement, après avoir compris et entendu l'importance des rêves dans la théorie psychosomatique. Au cours de ma présentation, elle va rapporter 3 rêves, puisqu'elle me dit, si j'ai bien compris, c'est ça qui est important. Et donc, elle va rapporter 3 rêves lors du 2e entretien. Alors, on va commencer ces entretiens préliminaires par ça. Alors, je vous raconte effectivement ces entretiens préliminaires dans l'ordre. C'est-à-dire, je n'ai pas pris un bout de là ou un bout de là. C'est toute l'observation, elle va effectivement faire allusion à ces 4 entretiens. Alors, le premier de ces 3 rêves, alors, écoutez bien les rêves, va nous montrer d'emblée, justement, ce temps adaptatif tributaire du temps ou de l'espace des autres. Déjà, elle a dit ça dans la relation avec moi. Mais là, dans le rêve, elle va donner une image. J'étais dans une voiture. Je devais accompagner une amie qui devait rejoindre son petit copain pour aller faire l'amour avec lui. Et au moment où l'on doit se garer, on doit négocier cela avec une dame qui tenait un restaurant ouvert sur tous les côtés, qui ressemble au restaurant que l'on retrouve aux îles. Cette dame, au départ, n'était pas contente que l'on se gare devant son resto. Et moi, je voulais, et j'étais contente que mon amie aille à son rendez-vous, parce que pendant ce temps, j'étais contente d'aller faire du shopping. Et elle se met à rire, tellement elle trouve le rêve absurde.
Mais on voit très clairement dans ce rêve que son plaisir est soumis à un interdit ou à une autorisation de place de la part de cette dame, propriétaire du bar ouvert aux 4 vents. Et vous allez voir que c'est très parlant quand vous allez entendre l'histoire de sa mère dépressive. Mais il est également soumis au temps de l'autre, son ami, ou au temps du plaisir de l'autre, qui devient une sorte de double d'elle-même. C'est-à-dire à savoir que si la copine va faire l'amour, elle peut aller faire du shopping. Donc ce plaisir, il est tenu dans ce rapport à l'autre directement. Et donc on voit bien que cette notion de place, cette notion de temps, est conditionnée par ce rapport à l'autre qu'elle investit sous cette condition. Le deuxième rêve. Il s'agit d'un combat de boxe que je dois effectuer contre un garçon. Mais avant de commencer le combat, on devait écrire une phrase sur un morceau de bois qui a la forme d'un bonbon enrobé et symétrique dans sa forme. Elle me le dessine avec ses doigts. Vous savez, comme une sorte de papillon, comme ça, un bonbon, vous savez, les bonbons qui sont avec les petits sachets, là. Qui a la forme d'un bonbon enrobé et symétrique dans sa forme. Et la phrase qu'elle devait écrire, c'était « J'ai plus confiance en toi qu'en moi ». Elle devait écrire cette phrase. Mais à chaque mot que j'écrivais, je faisais une rature. Je faisais chaque fois une rature sur tous les mots. Donc vous avez compris le rêve. Il s'agit d'un combat de boxe, doit effectuer contre un garçon, mais avant de commencer ce combat, il faut qu'elle écrive cette phrase sur ce morceau de bois qui a la forme d'un bonbon. Et chaque fois qu'elle veut écrire cette fameuse phrase « J'ai plus confiance en toi qu'en moi », elle va à chaque fois buter, c'est-à-dire ne pouvant pas écrire ou en ayant des ratures, etc. Donc là, d'emblée, le geste maladroit d'écrire traduit ici la difficulté de rester dans la maîtrise d'un espace-temps, dans la maîtrise d'un corps en prise avec la maladie et face à un combat de boxe nécessitant maîtrise, aptitude et adaptation, mais surtout soutenu par cette confiance aveugle en l'autre qui, semble-t-il, s'inscrit dans un espace infantile. C'est le bonbon symétrique. Et quand on va connaître l'histoire de cette femme, on comprend que c'est pour y revendiquer depuis toujours la suppléance affective propre et nécessaire aux limites, aux repères et aux décisions. Le combat avec la maladie donc nécessite préalablement d'assumer un autre combat, celui de la structuration de l'espace-temps corporel. D'accord ? Alors cette histoire d'écrire, le psy qui s'occupe d'enfants, ou toutes ces notions de latéralité, dyslexie, etc., tout ça, ça revient à montrer les carences ou les défauts ou les côtés inachevés de cette structuration temporo-spatiale. Et ça, c'est sans doute, je l'interprète comme ça demande la plus inconsciente. C'est sa demande d'aide la plus inconsciente. Le troisième rêve, je cherche un dentiste, je ne sais plus très bien, il y a une histoire d'accident d'un 2 roues en même temps. Il se trouve que le dentiste est au-dessus de chez moi. Je me dis, c'est super, je fais des économies de temps et au-dessus de chez moi en plus, je suis sûr d'y aller. Et là, elle fait allusion à sa passivité habituelle. Puis je ne sais plus, il y a cet accident et je me réveille. Alors le soin, le dentiste propose, une fois de plus se conçoit dans une économie de temps, grâce à une économie d'espace. Un rapprochement, mais qui va être conflictuel, car il est perturbé par les 2 roues accidentées et, sans remettre au soignant, est interrompu et va interrompre le rêve. Alors, de ces 3 rêves, on peut dire, en résumé, que le corps, dans ces 3 rêves, il est soumis, passif, privé d'espace, de temps, maladroit face à ce combat contre la mort, entrepris dans la réalité sur le mode adaptatif. Madame B se méfie de son corps depuis le cancer et cela renforce son besoin de maîtrise. La tumeur doit maigrir avant de m'opérer. J'ai peur que ça ne marche pas. J'ai peur qu'on me redemande de refaire un double protocole chimiothérapeutique. Elle se met à pleurer. J'ai tendance à voir le pire pour mieux me préparer. Je préfère être dans la maîtrise de la situation. Elle redouble de pleurs. On ne m'a rien dit, mais je me suis renseigné auprès d'autres patients. Je veux me préparer pour planifier, sinon c'est la panique. Je n'ai pas envie d'être dépassé comme au début.
j'aime pas les mauvaises surprises, et malheureusement ma vie est toujours faite d'événements choquants et surprenants. Mais là, le cancer, c'est tout de même fort. Suite à cela, elle va tenir absolument à me parler de ces événements qu'elle qualifie de surprenants, choquants, et elle va tenir absolument à me parler de 3 événements traumatiques survenus dans sa vie. Elle est persuadée que le cancer, c'est en rapport avec un choc, un traumatisme, et que c'est ça qui a perturbé son esprit, sa tête, etc., et qu'elle serait tombée malade. Et donc, elle va me demander d'écouter ces 3 événements pour savoir si son cancer, ça a un rapport avec ces événements. Alors, elle va me raconter ces événements, bien sûr en dépit de toute chronologie, puisque sa problématique, c'est le temps. Donc, elle va me les raconter un peu n'importe comment. Je vous les remets en ordre. Mais je vous propose d'écouter ces 3 événements en repérant justement, à travers ces mots, la dimension temporelle. Vous allez essayer un petit peu de voir qu'est-ce qu'elle dit derrière les mots du temps. Alors, il y a 3 événements qui sont importants d'ailleurs, qui vont vous permettre de comprendre aussi la patiente. Le premier, j'hébergeais à l'époque une très bonne amie chez moi qui n'allait pas très bien. À ce moment-là, elle faisait souvent des crises de paranoïa aiguës. Je devais m'absenter pour fêter le jour de l'an et partir à Londres. Pour ne pas la laisser toute seule, je lui ai demandé de me suivre. Voyant qu'elle était très mal, elle a refusé. Vois quelqu'un, ne reste pas toute seule. Arrivée, elle ne voulait rien entendre. Arrivée à l'aéroport, j'ai senti quelque chose. Il était minuit, je lui ai téléphoné en lui disant « Si ça ne va pas mieux, quand je rentre, je parlerai à tes parents, car eux ne sont pas au courant du malaise de leur fille. » Cette même nuit, juste après mon coup de fil, elle est partie, elle n'était plus chez moi. Elle a fait une crise et s'est poignardée de plusieurs coups de couteau. Elle a failli mourir après avoir fait 3 ou 4 mois de coma. Ça, c'est le premier événement. Le deuxième événement, elle va faire référence à la mort de son père, survenue à peu près 9 ans en arrière. L'histoire du père, pour commencer à vous le présenter, est d'origine réunionnaise. Cet homme au passé avéré psychiatrique aurait rencontré sa mère et vécu une histoire sans lendemain. La mère, sachant que cet homme avait déjà une famille à La Réunion, décida délibérément de garder l'enfant, c'est-à-dire elle. C'est à l'âge de 16 ans que Madame B retrouvera son père et le rencontrera grâce à sa mère. Parce qu'elle n'allait pas très bien et sa mère a eu l'idée de dire il faut qu'elle connaisse son père. Ils ont fait des recherches, ils ont trouvé le père. Par la suite, quelques visites auront lieu chez le père. Elles seront chaleureuses et acceptée par la famille paternelle, surtout la grand-mère, c'est-à-dire la mère du père, avec laquelle elle va trouver un réconfort affectif d'une femme forte, mais pour de brefs moments, bien entendu. En fait, mon père était malade. Il s'était fait opérer de polypes dans la vessie. Chaque fois que je l'avais au téléphone, ça allait bien. Quelques mois plus tard, un soir, on se téléphone. Il parlait difficilement. Et je me suis dit que je vais le rappeler. Puis 2 jours plus tard, je le rappelle. Et là aussi, pareil. Il parlait pas très bien. J'ai pensé appeler ma grand-mère, mais je ne l'ai pas fait. Je ne pensais pas que c'était si grave. Et puis la Réunion, c'est loin, c'est compliqué de joindre un médecin. J'ai hésité. Et bien le lendemain, il est décédé. Il est décédé chez lui. Moi, je n'y étais pas. Il avait des égratignures, paraît-il, au genou, une flaque de sang. Mais ma tante a tout nettoyé aussitôt. Donc il n'y a eu aucune enquête, aucune autopsie. Bizarre de dire ça. Aucune autopsie, ma grand-mère n'a pas voulu. On ne peut pas savoir comment il est mort. Mon père était aussi diagnostiqué schizophrène de ce que m'en a dit ma demi-sœur. Ça, c'est le deuxième événement. Troisième événement. Une fois, j'étais chez moi en train de faire la vaisselle. Puis je pense à une amie parce que je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis longtemps. J'ai des larmes qui me montent aux yeux, je ne sais pas pourquoi. Cela m'arrive rarement. Je décide de lui téléphoner. Au moment où je prends mon téléphone, je m'aperçois qu'il n'a plus de batterie. Je le charge et le rallume quelques instants plus tard. Et là, je m'aperçois que j'ai un message vocal de cette amie qui m'annonce que sa mère est décédée. Juste à ce moment-là, c'est-à-dire juste au moment où elle a coupé le portable. Vous voyez, tout se déroule comme des visions. Je pleure comme ça, sans raison, et juste à ce moment-là, je reçois ce message. Donc on s'aperçoit effectivement dans ces 3 événements que l'absence, la distance, l'espace, le temps
sont les éléments perturbateurs et communs à ces trois événements pour Madame B. Et on va y revenir. Elle dira de ces événements qu'ils sont choquants et à la fois inattendus et attendus, comme si elle les avait pressentis. Elle parle de vision. Alors là, on peut s'apercevoir que sur cette seule et même dimension temporelle, à propos de ces trois événements, on va s'apercevoir que le temps subjectif, le temps adaptatif, se rapprochent, se confondent, se répètent, s'éloignent, s'opposent. D'accord ? C'est un axe, c'est-à-dire une seule dimension où les possibilités d'avoir affaire au temps adaptatif et au temps subjectif vont finir par, je dirais, comme se télescoper, et où la question d'être, je dirais, dans la maîtrise, mais en même temps dans cette espèce de croyance de la vision, de la superstition, etc., voilà, ça va proposer comme ça une sorte de discordance au sens de la temporalité. Mais le temps pour Madame B s'est radicalisé depuis l'annonce du cancer. Cette adaptation auto-sollicitée va condamner sa subjectivité à être sans lien. De là, un comportement de maîtrise va se renforcer pour ne pas se perdre au sein d'une expérience affective telle que celle qu'elle traverse actuellement avec son enfant de 4 mois. Défendue par les nouvelles contraintes du temps qu'elle entrevoit, représentant à leur tour l'impasse temporelle et relationnelle. Parce qu'en fait, sa grosse angoisse, c'était aussi d'avoir à consacrer du temps à cet enfant et de devoir assumer cette responsabilité. Avant la grossesse de son enfant, Madame B précisera avoir effectué une IVG il y a 6 ans. Elle fit une expérience affective douloureuse, mais saura à cette époque se laisser facilement convaincre par son esprit raisonnable face à la situation. D'une part, il s'agissait du premier rapport sexuel avec son partenaire, devenu plus tard le père de son enfant actuel. D'autre part, la situation matérielle n'était pas prête. Elle dira, c'était un temps trop court. Je ne prenais pas la pilule parce que c'est elle qui était responsable de mes crises de dépression qui ont commencé à 16 ans. On m'avait donné la pilule à 13 ans pour des cycles irréguliers et des syndromes prémenstruels très très importants. Mais je l'ai stoppée à 26 ans et depuis, il y a moins de crises de dépression. Cette IVG, par exemple, je l'ai très bien vécue. On voit là qu'il y a tout un refoulement des affects, je dirais, derrière cet événement qui fait qu'elle a bien maîtrisé et bien contrôlé de cette IVG. Lors de cette séance, elle finira par me raconter un rêve à la fin de la séance où il s'agissait d'une personne qu'il fallait réanimer à l'aide d'un massage cardiaque et d'un choc électrique. Moi, je l'ai vite interprété ou je l'ai vite compris comme réanimer ces affects qui sont aux prises avec l'impasse de la temporalité paradoxale. À l'entretien suivant, durant la semaine, lui est revenu un événement important qu'elle avait totalement oublié, selon elle, de me signaler, celui d'une fausse couche 6 mois avant la 2e grossesse. Je me suis demandé comment c'était possible d'avoir oublié cela. J'étais en plus tellement choqué quand cela est arrivé. Alors on voit, je dirais, dès le 2e entretien, c'est-à-dire vers le 3e entretien, que le refoulement cherche à céder et depuis quelques jours, il va y avoir en même temps, parallèlement, des insomnies. Je n'arrive pas à dormir, je me pose des questions sur l'après par rapport au cancer et par rapport à ma fille. Comment je vais m'organiser pour reprendre le boulot, la faire garder, etc. Mais voilà, je me sens incapable de m'organiser. Je laisse tout aller. J'ai une difficulté à choisir, crèche ou nounou. Avant, je n'avais pas ce type de difficulté à contrôler, à choisir les situations pratiques. Puis quand on reprendra le travail, je n'aurai plus de temps. J'ai l'impression de n'avoir jamais le temps. Depuis que je suis parti de chez ma mère à l'âge de 18 ans, je collectionne des tas de trucs, de magazines, de livres, de films. Et je me dis, quand j'aurai tout fini, ce qu'il y a d'obligatoire, je trouverai du temps pour moi. Et quand j'ai du temps, je mets 3 heures à choisir. Ça reste empilé où je fais la sieste et je culpabilise. Je n'arrive pas à doser ce temps. Et quand j'en ai, je ne sais plus quoi choisir. Je collectionne des tas de choses et je n'en fais rien. C'est pour cela qu'il faut que je profite du calme avant la tempête. Je parle effectivement de sa petite fille qui est encore, je dirais, un nourrisson. Il y a un temps qui lui revient après la séparation d'avec sa mère, comme elle dit, depuis l'âge de 18 ans. Celui-ci, il est clairement adaptatif pour les obligations comme pour la détente. Un temps qui se répète à travers une organisation préalable qui concerne aussi bien l'activité du quotidien que l'activité de plaisir. Le temps est partout organisé et crée une sorte d'enfermement dont l'issue sera la sieste, fatigué de ne jamais trouver son temps comme de ne pouvoir choisir.
Pour Madame B, il y a un temps sans doute derrière le temps des obligations. Il faut trouver le temps, qui à chaque fois réapparaît sous la même forme, un temps adaptatif et sans contenu, c'est-à-dire sans temps subjectif, un vide qu'il faut remplir. C'est le vide des affects. On remplit le temps pour le vider et on le vide pour le remplir. Une temporalité circulaire sous la forme d'un cercle vicieux. Elle fait ça sans cesse. Épuisement qui ne se fera pas attendre au cours de cette séance, elle va subitement se mettre à pleurer, me confiant que cette façon de faire depuis toujours s'était renforcée ces derniers mois pour échapper à son angoisse de mourir. Elle avouera avoir des idées noires sans avoir conscience de son épuisement. Elle comprend qu'elle est dans le faire pour ne pas avoir à réfléchir ou à se retrouver face à ses idées noires. Je ne sais pas si j'ai envie de m'en sortir. Ça me traverse l'esprit. Ça m'éviterait de passer par tout ça. Le traitement, les angoisses, j'ai toujours pensé que la mort était une porte de sortie. Et si on en a marre, c'est toujours une solution. Pousse, je joue plus. Dans ces entretiens, il reste très important de cerner son rapport à la mort qui remonte à son enfance, à la fois de façon objective en relation aux nombreux passages à l'acte suicidaire de sa mère, que vous allez entendre, et de façon subjective en relation à la dépression maternelle. D'accord ? Quand la vie m'ennuie, quand c'est triste, c'est dur, c'est flippant, comme le cancer, je pense à la mort comme une porte de sortie. Ma mère a toujours été dépressive. Je suis imprégné de tout ça. J'ai longtemps eu tendance à voir les choses comme elle, d'une façon négative. Tout était un problème, tout était compliqué. En plus, ma mère était très superstitieuse. Et toutes ces superstitions tournaient autour de la mort. Elle nous en parlait souvent quand on était petit, à moi et à mon demi-frère. Elle nous racontait que l'on se réincarnait. Elle croyait beaucoup à la réincarnation. Elle croyait beaucoup à la vie après la mort. Il y avait pour elle des choses qui portent bonheur et des choses qui portent malheur. Par exemple, elle avait toujours peur, en entrant dans l'appartement, d'allumer la lumière, de peur qu'il y ait une fuite de gaz. C'est des choses comme ça, quand j'étais petite, qui m'ont marqué, longtemps. J'étais comme elle, et cela me pourrissait la vie. Tout était mélangé, trop de signes partout. C'était oppressant de vivre avec tout ça. Ça ne portait que du négatif, se méfier de tout sans cesse. La superstition qui nous rappelle quelque chose de contenu implicitement dans les 3 événements que je vous ai racontés, de sa vie préalablement, provient de la paranoïa maternelle qui est en défi constant avec le temps. Vous savez que les paranoïaques, ils défient le temps. Mais voilà, l'ambiance, la mort a toujours été quelque chose de présent. C'était son truc de prendre des médicaments et de l'alcool. Elle pleurait tout le temps, qu'elle n'y arriverait pas. Et d'autres fois, elle ne parlait plus. J'ai un souvenir dès l'âge de 7-8 ans où je l'ai retrouvée dans son lit, les yeux révulsés. J'ai cru qu'elle était morte. Les pompiers sont venus l'emmener à l'hôpital. Ce souvenir m'a même beaucoup influencé, car j'ai fait moi-même une tentative de suicide à l'âge de 16 ans par pendaison. Mais la ceinture s'est cassée. Pareil, je ne m'en sortais plus. Et puis après, j'ai eu ma période cannabis comme antidépresseur. On voit là la mort pour échapper à la mort, puisque la mort, c'est la vie après. C'est ça le principe de la réincarnation. Une pensée relationnelle qui a tout de la circularité temporelle et de la répétition de l'identique. La mort, c'est la vie, la mort, c'est la mer, c'est la vie. Est-ce qu'on peut y voir secondairement une symbolique dont la dialectique serait une grossesse qui la rend mère et qui de facto la renvoie à la mort ? Certes, l'interprétation symbolique paraît évidente, mais peut-on avoir, ça c'est une question importante, peut-on avoir une pensée symbolique signifiante sans avoir préalablement constitué un temps et un espace à son existence ? C'est une question que je pose. Prise par le cercle vicieux d'une temporalité, Madame B se trouvera souvent dans la confusion entre la vie et la mort. Et c'est sans doute cette pensée relationnelle qui a été forgée par cette impasse temporelle qui atteint son paroxysme de façon concentrique avec la maladie au cours de la grossesse. L'histoire de la mère, pour vous la présenter à son tour, est celle d'une enfant abandonnée sous X et adoptée à l'âge de 2 ans par une famille pas aimante, très désillusionnée, semble-t-il, par l'adoption et déçue par l'inadaptation de cet enfant, de sa mère, un autre cercle vicieux. Cet enfant qui faisait tout mal, elle était là risée et a subi que des moqueries. On lui a même demandé à 16 ans de participer aux frais de la maison, sinon de dégager.
ce qu'elle fit. À partir de là, ce fut la débrouille. Rencontre de multiples partenaires, la plupart du temps marginaux, alcooliques, abandonniques. Son travail a longtemps consisté à être gérante, une présence au travail continuelle, la rendant mère absente et obligeant Madame B, sa fille, à endosser des responsabilités très jeunes, sans consigne particulière. On était livrés à nous-mêmes, mon petit frère et moi. Et puis il fallait être exemplaire, sinon rien n'allait. Il fallait rapidement être indépendant. Elle travaillait aussi beaucoup. Je choisissais mes vêtements tout seul, très jeune. Ça veut dire par là qu'elle était sans soutien. Le côté affectif, c'était compliqué. Il fallait se tenir correctement, surtout à la messe. On avait à ce moment-là une glace qu'elle nous achetait, et pour que les autres n'aient rien à redire. La relation affective est dans une impasse. La relation affective positive ne change rien à la dépression maternelle, et la relation affective négative aggrave la situation. Paradoxalement, toutes ces crises maternelles existent au nom de l'abandon, de l'absence d'amour, amour manqué et revendiqué par la mère de Madame B, assurant par là une source maternelle d'affect discordant. Il ne reste plus à Madame B qu'à faire l'effort de s'adapter constamment. C'est ça la temporalité adaptative, en refoulant ses propres affects. Mais aussi en essayant tout au long de son histoire de prendre de la distance avec cette mère. À part m'avoir dit que mon prénom était son espoir, j'ai toujours vu ma mère occupée ou en colère contre la vie, contre ses partenaires. La plupart du temps, elle allait loin, jusqu'à chercher à écraser en voiture la personne qui l'avait trompée. Il fallait déménager, ou alors je la voyais pleurer dans la salle de bain. Pour lui annoncer son cancer, Madame B a dû se préparer psychologiquement et devoir prendre sur elle afin de ne pas lui donner le prétexte à dramatiser la situation. C'est surtout qu'elle en a marre de supporter l'envahissement maternel à tort et à travers, dit-elle. Elle regrette encore aujourd'hui la relation de complicité qu'elle a pu avoir durant son adolescence avec elle. C'était une mère copine à mon adolescence. Il fallait tout lui dire. C'était du chantage affectif, avec moi comme avec mon frère. Cette mise à distance a été salutaire pour moi ces dernières années. Prendre de la distance avec la mère tout en devenant mère elle-même. La temporalité est paradoxale sur le plan subjectif comme sur le plan adaptatif. Elle existe depuis l'enfance, avant même la naissance. Elle évoluera à travers la vie de Madame B, lui donnant forme, celle d'une impasse concernant l'affect et sa temporalité, responsable d'une identité inachevée, parce que le temps fait un avec l'impasse. Dans le cadre de ces entretiens préliminaires, il est important de sonder la relation avec la vie onirique pour se représenter la forme de l'impasse. Après avoir raconté donc ses premiers rêves, vous savez, Sami Ali considère que les premiers rêves sont des rêves programmes, c'est-à-dire il y a le problème et la solution dans ces premiers rêves. Alors, à part ces 3 rêves, plusieurs rêves recommencent à lui revenir à la mémoire. Auparavant, il pouvait exister des rêves, mais sans établir de relation avec, au point de ne pas trop savoir si sûrement elle se souvenait d'une activité de rêve ou pas. Au cours du dernier entretien préliminaire, Madame B va raconter un rêve. Je suis dans ma voiture. Il y a un mec qui rentre et me braque avec un flingue, et il veut que je l'emmène. Moi, j'essaie de ne pas paniquer. Je me demande juste comment se fait-il que les portes de ma voiture ne se soient pas verrouillées automatiquement. Mais je me dis que je vais trouver un moyen de m'en sortir. En attendant, je fais ce qu'il me demande. Puis ça passe à autre chose. On se retrouve à un festival, je ne sais pas comment, je rencontre mon amie, ma copine, on repart tous les 3, et au moment où je conduis, j'arrive plus à trouver la pédale de frein. La voiture dévale, et je suis obligé de freiner avec le frein à main. Ah oui, et il y a aussi, à un moment, je leur dis que je veux aller aux toilettes. On stoppe dans un centre commercial, et quand je vais aux toilettes, les toilettes sont sales avec de l'urine par terre. Je suis pieds nus, et le mec me prête ses tongs pour éviter que je me salisse les pieds. La mort surgit contre toute attente dans sa voiture, comme le cancer a surgi dans sa vie. Cette visite surprise est finalement tolérée. On s'y adapte. On joue la montre avec l'espoir de s'en libérer. Non seulement Madame B s'adapte à sa présence,
mais celle-ci rend service, car elle épargne tout contact, les tongs, avec l'affect, en l'occurrence ici le dégoût, le rejet, l'agressivité, la mort, la mère. La boucle est bouclée. Tout ce qui participe de près ou de loin à l'autonomie corporelle est exclu dans ce rêve. L'impossibilité de freiner, qui représente ici la temporalité adaptative, ne laisse pas de place au rythme personnel, le temps dévale sans frein, signifiant l'absence de temps pour soi. Et puis le corps est menacé de mort, avec l'idée du pistolet et des toilettes sales. Madame B a toujours eu une fonction de soignante. Elle le dit à propos de tous ses amis de l'époque. Et elle comprend également que cette reconversion vers, je dirais, la psychologie, c'est encore pour soigner. En effet, le soin à l'égard de sa mère réside encore aujourd'hui dans l'obligation de devoir rien dire de ce qu'elle pense, qui viendrait contrarier ou aggraver la peine maternelle. En essayant de lui faire imaginer l'éventualité de s'exprimer ou de lui parler, je lui demande qu'est-ce qui se passerait. Sa réponse fut accompagnée de pleurs et de sanglots. Je trouve ça trop compliqué. Ça fait tellement longtemps que c'est comme ça. Je ne vois pas comment on peut faire autrement. Elle se vexera et elle ne va pas discuter, elle va couper les ponts. Je serai seul. Déjà que je n'ai pas grand monde autour de moi ici. J'ai peur qu'après je me retrouve encore plus seul. Tout en continuant à pleurer, elle rajouta que si elle pleure, c'est qu'elle n'aime pas parler de sa mère comme ça. Je sais qu'au fond de moi, elle a fait des trucs bien pour moi et mon frère. Elle nous a jamais laissé tomber. Elle nous a inscrits à l'école privée. On manquait de rien. Et puis avec mon frère, on s'en est pas mal sortis. Nous nous trouvons ici devant une impossible séparation, ficelée extrêmement comme intrinsèquement par un rythme d'échange paradoxal et contradictoire sur le plan des affects, neutralisé par une mère absente de sa présence affective et hyper présente par son impuissance, son absence et sa dépression. Dès lors, la contradiction maternelle va instaurer un temps relationnel et un espace relationnel contradictoire, face auquel Madame B va devoir constituer une temporalité adaptative sous la forme de l'obligation, être toujours la même face à sa mère. Cette répétition du même chaque jour se traduit par cette répétition du temps qui revient inlassablement avec ses obligations pour lesquelles un autre temps doit lui venir à la rescousse, le temps de l'oisiveté, mais voilà que celui-ci est à nouveau organisé et programmé. Un cercle temporel dans lequel est enfermée, une impasse ne pouvant se résoudre et traduisant l'indistinction vie-mort, soit sa mère. Il faudra dès lors pour Madame B maintenir et s'adapter à l'impasse pour éviter le conflit provoqué par la distance et la séparation avec celle-ci. Une contradiction que la modalité temporelle adaptative traduit comme une non-vie. C'est le X de l'origine maternelle. L'impasse temporelle fait un avec la vie. Elle s'est constituée dans le passé, avant et après la naissance, forgeant le caractère de Madame B, pour créer une distance affective à l'égard d'elle-même, à l'instar de la distance affective maternelle. Refoulement qui vient se renforcer dans le présent avec l'avènement du cancer en lieu et place de sa fille, reconduisant la même forme de relation et établissant la même distance affective à l'égard de sa fille. Ici, se différencier de sa mère est le conflit sous-jacent primordial. C'est ce conflit qui crée la temporalité circulaire répétitive et adaptative, fonctionner avec l'impasse en neutralisant les affects pour éviter tout conflit et ainsi de suite. 2 mots résument et concluent cette observation, répétition et circularité. Ces 2 fonctionnements temporels mènent à l'épuisement psychique et à l'usure biologique, le temps ne pouvant jamais être ni un allié du sens, ni un allié du corps. Je vous remercie de votre attention. Voilà, je vous laisse décanter tout ça. Si vous avez des questions, on peut discuter. Oui. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur le temps subjectif, juste? Oui. Alors, temps subjectif, c'est le temps qu'on projette. Si on part de cette histoire, le temps, évidemment, n'a pas de réalité, en ce sens qu'il est relativisable, c'est-à-dire qu'il peut s'annuler, comme il peut être réversible,
du point de vue de cette dimension physique. Alors, on peut considérer effectivement que le temps, du point de vue de cette dimension, est modifiable. Alors, effectivement, toutes ces notions de passé, présent, futur, ce n'est que des notions qui appartiennent au mental, c'est-à-dire à la projection, à la reconstruction du temps, après coup. Donc, c'est ça la subjectivité. Alors, le temps subjectif, c'est ça, c'est-à-dire une demi-heure peut vous paraître 3 heures peut vous paraître une seconde, ouais, c'est aussi ça, vous voyez. Mais c'est le temps récréatif, c'est le temps de la détente. Le temps, il est soumis au rythme. Qu'est-ce qui fait le temps? C'est le rythme. Alors le rythme, c'est comme la musique noire-blanche, c'est-à-dire c'est une oscillation. Donc on dort la nuit, on est réveillé le jour. Systole, diastole, inspiration, expiration. Température le matin, température le soir. Enfin, voilà, tout est obéi à un rythme. Mais un rythme, c'est comme ça. D'accord? Si on modifie ce rythme, on l'accélère, c'est plus un rythme, c'est une cadence. Alors là, on va modifier l'architecture du temps parce qu'on va modifier le rythme. Alors, ce temps, il est relationnel. La dimension relationnelle va être un facteur déterminant par rapport à ce rythme corporel. Alors voilà, si vous avez une mère qui est tout le temps très occupée ou qui dort toujours, c'est pas la même chose. Vous allez avoir une relation qu'elle va vous proposer d'avoir affaire à un temps. Alors pas une mère qui peut vous obliger, je dirais, à dormir tout le temps, une mère qui peut vous dire non, tu ne dors pas, une mère qui n'est pas capable de rêver avec vous. Voilà. Alors, c'est important, ça veut dire que le passé et le présent, ce ne sont que des projections, ce n'est pas une réalité. Einstein le disait aussi. Mais oui, c'est ça, c'est-à-dire on reconstruit le temps, mais à travers la mémoire, à travers des souvenirs qu'on investit, à travers un plaisir, à travers quelque chose qui va contraster avec le temps de l'occupation, le temps du devoir, le temps du travail, et ainsi de suite. Alors, le temps adaptatif, c'est forcément répondre à ces demandes-là, à ces exigences, mais c'est mettre de côté le temps de la détente, le temps du rêve, le temps imaginaire, le temps subjectif, le temps du récit, etc., le temps mémoriel, etc., etc. Donc, si on privilégie que l'adaptation, comme cette femme, c'est que le temps des occupations, c'est ça qui l'obsède. Elle a des choses à faire et il faut qu'elle fasse ça, et quand elle aura fini de faire ça, elle va quand même un peu se reposer, mais même ce repos, il va falloir effectivement qu'elle l'organise. C'est-à-dire qu'elle n'en sort pas. Elle cherche un temps, elle cherche son temps, mais elle ne le trouve pas. Donc elle croit qu'il y a toujours un temps derrière le temps, et elle ne le trouve jamais. Donc c'est un épuisement, constamment. C'est ça l'épuisement. Madame B, elle n'a pas parlé tellement de la relation avec son enfant. Exact. Elle n'en parle jamais. Parce que les affects, il n'y a pas. Elle est dans l'histoire de comment s'occuper de l'enfant. Vous avez une mère dépressive, vous ne pouvez pas établir une relation affective, parce que si vous établissez une relation affective, ça ne donne rien, et si vous faites le contraire, ça empire la dépression de la mère. Donc vous êtes obligé de vous adapter. Donc l'enfant va mettre de côté l'affect, et il va rentrer dans un rapport d'adaptation. Il va se demander qu'est-ce qui fait plaisir à la mère, ou qu'est-ce qui va lui rendre service. Donc il va devoir réfléchir et appliquer une sorte de stratégie. Mais il va laisser tomber son côté émotionnel parce qu'il n'a pas de retour, étant donné que la mère, elle est blindée de ce niveau-là, puisqu'elle est dans la dépression depuis qu'elle est née sous X et qu'elle a été adoptée, en quelque sorte. Vous voyez ? Alors, effectivement, ces affects, ça ne fait pas partie des liens. Donc, voilà, cette histoire de sa propre fille, c'est pareil, c'est-à-dire que ce temps qui lui fait toujours défaut, et tout ça a été pris dans l'impasse maternelle qui est une dépression et qui a limité les relations et qui a fait que les relations ont été, je dirais, obligatoirement orientées vers l'adaptation vis-à-vis de cette situation. Mais on peut imaginer bien sûr qu'avec une mère pareille, comment faire ? On a bien compris que la mère, elle était... Selon votre formation, on entend les cas
tout à fait. Et je ne sais pas si la mère était dépressive, mais elle est, selon moi, ce que j'ai déjà appelé ici une mère morte, au sens où elle est fonctionnelle, mais pas affective. Et ce qui se répète, moi, dans cette histoire, c'est la mère a été abandonnée, elle, au moment de l'accouchement, elle va faire ce cancer. C'est-à-dire, elle est susceptible d'abandonner son enfant. C'est ça qui se répète. Oui, c'est ce que je dis. On peut avoir une magnifique interprétation de psychanalyse symbolique, mais pour moi, c'est pas ça qui fait le cancer. Ah, c'est pas ça qui fait le cancer, voilà. Sûrement. Mais quand on a une personne qui a besoin de maîtriser autant, elle a besoin de trouver sens à son cancer. Et presque tous ceux qui ont un cancer cherchent toujours du sens. Et là, le surmoi agit pleinement parce qu'on cherche à trouver des raisons de défaut qui vont expliquer le cancer. Or, bien souvent, on est à côté. Mais moi, ce qui importe dans un travail que j'ai mené, c'est le transfert. Et si cette femme peut changer quelque chose à sa vie, c'est en élaborant une relation transférentielle avec des émotions, puisqu'elle en manque. Je vois par exemple, dans le second rêve, où tu ne trouves pas de symbole, moi personnellement, quand j'entends qu'elle veut mener un combat de boxe avec un homme, pour moi, c'est avec toi qu'elle veut conflictualiser pour la première fois. Oui, pour moi, c'est le cancer. Pour moi, c'est le cancer. Parce que si tu dis ça, tu vois bien que dans cette brève histoire, le père n'a aucune place, aucune fonction. Il n'y a rien eu de, je dirais en tout cas, il n'y a eu aucun enjeu avec le masculin. C'est une prison maternelle, laquelle elle n'a jamais rien vu d'autre. Donc, l'histoire de l'homme ou l'histoire même de la sexualité, c'est pas son truc. En tout cas, elle n'en est pas là. Donc, bien sûr, Hystérie, l'enfant magnifique de la psychanalyse, Nacio, il avait écrit ce livre parce qu'il explique tout. On ne peut pas voir de l'hystérie là-dedans. C'est quelque chose qui se situe autour de liens précoces. Alors, oui, j'aurais pu partir sur cette interprétation de le combat, c'est avec la psychothérapie, mais qu'est-ce que ça aurait apporté? Par contre, si je dis le combat, c'est avec le cancer, on comprend plus clairement la difficulté et ça résonne avec ses propos. Parce que c'est ça qu'elle cherche à contrôler, à battre. Et quand elle vient, elle me demande, j'ai plus confiance en toi qu'en moi, on voit bien que tout ça est déporté en face. Alors, est-ce que c'est ça le transfert? Est-ce que c'est les résidus maternels qui sont pris là, tout de suite, dans quelque chose qui a toujours fait défaut? La mère n'a jamais été suffisante ou suffisamment présente. Et est-ce que ça, c'est quelque chose effectivement qui est transféré d'emblée, précisément au sein de la thérapie, d'emblée, avec cette histoire que j'ai besoin d'avoir confiance ou de m'appuyer sur. Et l'histoire du bonbon et de l'écriture, c'est un peu ça. C'est cette référence à l'enfance ou au maternel. Il faut bien aussi quand même que cette dimension relationnelle avec toi, elle apparaisse quelque part. Oui, je pense que j'ai plus confiance en toi qu'en moi. Voilà. Moi, je partagerais aussi un petit peu cette visualisation. Il peut s'agir de toi, mais dans la question de la relation qui s'ouvre. Oui, mais pas sur un plan d'hystérie, sur un plan de relation. Oui, mais de relation, qu'est-ce que ça apporterait de penser qu'elle va se battre avec un homme que je représenterai et qui représenterait un homme dans sa vie? C'est qui cet homme? Là, apparemment, il n'y a pas vraiment d'histoire comme ça. Il s'agit de comment être en relation avec toi, comment rentrer en relation. C'est ça aussi son problème. Comment rentrer en relation avec l'autre, que ce soit toi, une femme, c'est pas forcément la question. Elle est en relation avec toi, il y a une relation qui s'amorce avec toi. Et qu'est-ce que ça peut dégager, peut-être de violence ou d'agressivité, mais c'est ce qu'elle amène, comme tu dis, on
Oui. et apprendre aussi comme ça. Oui. C'est-à-dire quelque chose de l'ordre du danger de la Oui. relation avec toi apporte quelque chose de nouveau. Oui. C'est ça qui fait que ça peut être thérapeutique. Oui. C'est un lieu où il s'y passe aussi des choses, pas Bien sûr. seulement de comprendre Oui. pourquoi elle en est arrivée là, c'est aussi de lui amener. Moi, personnellement, je l'ai interprété comme sa demande la plus inconsciente, c'est-à-dire celle, au fond, de lui apprendre à avoir un temps, un espace, donc un corps et une personne et une identité. Je l'ai compris comme ça. Tonnerre. Mais on peut avoir du temps, elle est constante tout au long de ces 4 entretiens. Donc on voit bien que la problématique de fond, elle revient toujours sur le temps. D'ailleurs, elle dit beaucoup de choses sur le temps. Elle parle beaucoup du temps. Voilà. Et c'est précisément toute cette difficulté qu'elle a avec le temps, ou cet épuisement à tourner en rond et à ne pas trouver son propre temps. Tu vois ? C'est pas une autre. Oui. Comment est-ce qu'on peut expliquer l'amnésie comme ça, je ne me rappelle pas de mon enfance? Est-ce que c'est dû au fait qu'elle est collée à la temporalité de la mère et qu'elle se soit adaptée à son fonctionnement? Fait que du coup, c'est comme si elle était juste pas là. Du coup, il n'y a pas de souvenir comme ça. Oui, parce que c'est ça le temps adaptatif. C'est-à-dire qu'au fond, cette histoire de pas de souvenir d'enfance, c'est l'impossibilité d'avoir une subjectivité vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de son propre temps, de sa propre histoire. Donc elle n'a pas d'histoire. C'est-à-dire quelqu'un qui dit « je ne me souviens pas de mon enfance », c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est resté scotché à un présent continuel et qui fait au jour le jour, au seconde par seconde, mais qui ne... On fonctionne dans l'adaptation. On fait ce qu'il y a à faire, on fait ce qu'il faut faire, on fait ce qu'on doit faire. Mais on n'a pas d'idée de ce qu'on aurait pu faire autrement. Non, on fait comme il faut. Alors, forcément, c'est ça. Mais très souvent, de toute façon, quand vous entendez les gens dire « Ah, mais je ne me souviens pas, moi, de mon enfance, je me souviens de très peu de choses », ou alors vraiment, c'est à partir de 10 ans, 12 ans, alors on peut être sûr qu'ils sont dans un temps adaptatif. Je pense à ça parce que ça me faisait penser à un cas que j'ai. Oui. Effectivement, il y a une histoire de déménagement. Cette personne attend la dernière minute pour déménager. Attend que le bail tombe pour agir comme ça. Effectivement, pas de souvenir d'enfance, pas de je sais pas ce que je vais faire de ma vie, je suis perdu et même à moi, il me l'amène, enfin même dans le cabinet, ça amène une sorte de temps suspendu comme ça en passant. C'est assez. C'est pas... Ça fait écho parce qu'elle dit la mère déménage tous les ans. Ah, mais non, c'est ça. Donc on peut supposer effectivement qu'il faut chaque fois se réadapter, comme si on ne pouvait pas investir un espace et un temps. C'est en ça justement où la prise en compte de la relation qui commence au niveau thérapeutique, ça commence une histoire. Et ça commence quelque chose qui va pouvoir peut-être inscrire autrement sa place dans son histoire par l'intermédiaire du lien avec l'autre. C'est pour ça que les éléments quand même du retour de ce que la relation provoque, ça me paraît important. Parce que ça commence une histoire. Ça commence un temps nouveau. Où on va peut-être pouvoir être dans autre chose que dans l'adaptation, justement dans cet espace-temps de la thérapie, qui commence. Et qu'on puisse repérer, même si elle n'en est pas consciente, il me semble que tu existes. Alors, moi, je ne suis pas aussi radical que ça. Je pense que le transfert, il met du temps à se faire. Et donc, ce n'est pas d'emblée. Alors, non, ce n'est pas d'emblée. C'est pas d'emblée dans la mesure où c'est quelqu'un aussi qui avait du mal à avoir affaire à ses rêves, hein, qui a apporté les rêves parce qu'elle a entendu la conférence et qu'elle s'est dit « Ah, tiens », et ça lui est revenu comme ça, comme une commande. Mais jusque-là, pas d'importance ou traiter les rêves comme ordinaires, c'est-à-dire sans aucun investissement. Ou même, elle ne sait pas si elle s'en souvient, ou quand je dis vous vous souvenez de vos rêves, elle ne sait pas. Je ne sais pas si je me souviens, si je ne me souviens pas. Donc dès que vous avez quelqu'un comme ça, vous ne pouvez pas avoir de transfert. D'ailleurs, c'est ce qui se passe d'ailleurs avec les psychanalystes qui restent très silencieux. C'est que la personne elle ne revient pas, parce qu'il n'y a pas de transfert.
C'est pas parce qu'il y a un transfert négatif, c'est parce qu'il n'y en a pas. Il y a une relation. Il y a une relation, mais qui ne permet pas la projection, qui est une relation adaptative à la consultation. Dans la relation, il y a la capacité adaptative comme il y a la capacité projective. Ces gens-là, ils sont carencés du point de vue de la projection parce qu'ils ne sont qu'adaptés. Donc ils viennent à la consultation parce que, comme elle a dit, le cancer, il doit y avoir une cause. Je vais la trouver avec un spécialiste qui va me dire la cause. Je suis adapté comme je vais à l'école, j'ai acheté ma trousse et mon tablier et je vais à l'école pour apprendre. C'est la même chose, il n'y a pas de transfert là. C'est les névroses blanches, c'est les névroses de caractère que disait Marty ou Fin. Si elle est adaptée, cette femme, et si elle a écouté ta conférence, elle ne peut que s'adapter à toi et t'envoyer des rêves. C'est ça. C'est pour toi. Oui, c'est exactement ça. C'est pour la cause, avant d'être pour moi, parce que je suis anonyme jusque-là avant. C'est la cause. D'ailleurs, dans son récit relationnel, elle n'évoque pratiquement que des femmes. Il n'y a pas d'hommes dans ses récits. Et non. Elle se voit mal combattre contre des femmes. Est-ce que c'est la raison pour laquelle, dans son rêve, elle va boxer contre un homme? Oui, parce que peut-être, effectivement, ça, L'homme est menaçant, puisqu'un second rêve, il est évoqué quelqu'un qui rentre dans sa voiture avec un... La même chose, avec quelque chose qui veut la tuer. Là aussi, on peut dire c'est un homme, mais qu'est-ce qui veut la tuer? Entre l'organe cible du cancer et la relation affective et le vécu de la personne, à savoir ici la glande mammaire. C'est-à-dire, non, je ne crois pas ça, par contre. Déjà su. Est-ce que sa mère avait envisagé l'avortement pour elle, enfin, avec cette grossesse survenue comme ça? Non. Non. La mère a profité de cet homme, ce que j'ai compris, pour être enceinte. Elle n'a pas demandé son reste, elle voulait un enfant. C'est-à-dire la mère, elle voulait revivre à travers l'enfant. Donc elle n'avait pas besoin d'homme. Elle n'avait pas besoin d'un mari. Ce qu'elle voulait, c'était un enfant. Parce qu'elle savait qu'en ayant affaire avec ce père, il était marié, il avait sa famille à la Réunion, c'était l'histoire d'un soir. Quand elle est tombée enceinte, elle était libre de dire j'avorte ou j'avorte pas. Il n'y avait pas de relation. Elle n'a pas voulu avorter, elle a gardé l'enfant. Pourquoi elle a gardé l'enfant? Je suppose effectivement que c'était la seule façon qu'elle avait de se régénérer, la mère, ou de se recréer. Et elle se recréait à travers, effectivement, la fille, puisque la fille, elle en a fait un double, étant donné qu'elle est dépressive, et même pire qu'elle, elle est arrivée au cancer. Pardon. Sur ta notion d'impasse, que tu invites à réfléchir de séance en séance, de conférence en conférence. Mais est-ce que tout psy ne reçoit pas dans chaque consultation des personnes en impasse? Et que les impasses sont plus ou moins serrées. Donc l'impasse, ça fait partie de la consultation, c'est pas que certains patients. Ça dépend ce que tu appelles l'impasse. Ça dépend ce que tu appelles l'impasse. L'impasse, c'est une situation sans solution. Mais c'est sans solution s'il n'y a pas de possibilité de symbolisation. Si tu considères que les mots ne servent pas à symboliser, c'est sans solution. Oui. Elle n'a pas son langage, comme elle n'a pas son temps, comme elle n'a pas son corps. Alors c'est une marionnette, par extension. Qui parle? Elle? Je ne crois pas. On le verra avec l'avenir, hein, on va le voir. Mais en tout cas, voilà, je ne pense pas qu'elle... Il faut qu'elle sorte, c'est-à-dire il faut qu'elle sorte de cette impasse, mais elle va en sortir par le conflit. Et c'est le conflit, évidemment, qui va lui permettre, effectivement, de se situer et de symboliser, etc. etc. Ça entre en jeu et ça modifie. Voilà. Je pense que ce qu'apporte Sami Ali dans ce bouquin, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, là, vous pouvez lire, hein, il y a 5-6 cas qui traitent ces contradictions au niveau de la temporalité. Parce qu'il n'y a pas que la temporalité paradoxale, hein. Il y a d'autres temporalités qui peuvent mettre en difficulté l'organisme.
Mais comme la temporalité, ça revient à penser le rythme, et comme le rythme, ça revient à penser le rythme corporel, et comme le rythme corporel, ça revient à penser l'organisme, forcément, c'est engagé. Mais comme le temps, il est d'origine aussi relationnelle, et il est créé par ce facteur, je dirais, incontournable, du système ou de l'autre, que ce soit l'autre d'abord et après le système, voilà. Alors, il y a quelque chose de cette notion de rythme. Alors, je crois qu'on a des pathologies aujourd'hui qui sont... Voilà, toutes ces pathologies liées à l'immunité, je mets le cancer là-dedans, vous voyez, c'est quand même quelque chose qui est très contemporain, ça, actuellement. C'est-à-dire, comme on peut avoir des maladies de civilisation ou d'époque. Alors, on voit bien le rapport au temps, et alors ça se complique encore plus, parce que l'histoire d'Internet... Alors, à quoi on a affaire? C'est très souvent des gens qui n'ont pas cette capacité qui n'ont pas eu la possibilité de constituer un espace et un temps, c'est-à-dire à partir d'un corps autonome, indépendant, et qui a quand même cette capacité à accéder au libre arbitre et au langage, je dirais, voilà, subjectif, à cette conscience subjective de soi. On voit que c'est un peu... Alors c'est vrai que il y a des corrélations avec les pathologies, et c'est important de souligner cette notion du temps et donc la question du vécu du temps, donc la temporalité. Mais faites attention, voilà, vous allez avoir le cancer du sein, c'est très fréquent. Faites attention sur celles qui ont eu le cancer du sein. Écoutez cette référence à la temporalité, et vous allez la trouver. Vous allez la trouver. Voilà. Une fois que vous avez un cancer du sein, ouvrez, je dirais, votre attention sur la question du temps. Est-ce qu'on ne la trouve pas nécessairement à partir du moment où justement il y a une étape dans le développement de l'enfant qui n'a pas pu se réaliser pleinement dans la structuration spatio-temporelle justement. Enfin, ça me dérange beaucoup parce que j'ai l'impression que c'est dans le développement qu'il y a quelque chose au niveau du corps qui n'a pas pu se construire, qui n'a pas pu se structurer, qui entraîne des conflits, des clivages aussi, et que du coup, ça me fait penser notamment à la conception de Joyce McDougall, qui parle de psychosomatose pour créer comme une catégorie différente de la psychose, différente de la névrose. Voilà, ça me fait penser un petit peu à ça. Oui, oui. L'observation. Oui, elle appelait ça la psychose de l'organe. Oui, voilà. Oui. Mais bon, c'est pareil, ce sont toujours des métaphores où c'est quand même difficile d'y entrevoir quelque chose. Alors que là, le rythme, c'est indéniable. Vous ne pouvez pas dire que votre corps, il n'est pas soumis à un rythme et que tout est rythme. Vous voyez ? Alors, c'est ça aussi, c'est comme le tir unique, la résilience. Mais la résilience, c'est métaphorique, on peut tout faire avec ça. La résilience, c'est les métaux, c'est résilience, comment c'est résilience ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ça manque de fondamentalité, et très souvent, ces interprétations. Voilà. Il faut revenir, je dirais, à ce qui existe et ce dont on est sûr de repérer concrètement. Je pense que la question de rythme, c'est très important. C'est une réalité, c'est pas... Est-ce qu'elle est des îles, cette femme ? Est-ce que... Elle vient d'une île, c'est ça ? J'entends pas le mot. Elle vient d'une île. Ah oui, non, elle non, son père. Son père. Voilà. Parce qu'il y a une dimension que dans les événements, c'est la référence à la mort, qui apparaît aussi dans son histoire. Oui. Et son histoire fait penser à un mort vivant. Et voilà, le lien avec les îles, c'est parce que les morts vivants sont des personnes sous domination, sont des non-vivants. Oui. Et je lis à cette dimension de temporalité adaptative, c'est un mort vivant, parce que c'est une tentative d'échappatoire à un
mort-vivant. Voilà. Oui. L'issue possible, ça serait peut-être dans la dimension thérapeutique, de pouvoir expérimenter des émotions, des affects de façon sécurisante. Oui, je pense que la chose qui a un peu aussi beaucoup, je pense, et qui est non dit, même encore jusqu'à aujourd'hui, c'est la naissance de l'enfant. Je crois que ça, émotionnellement, parce que vous avez vu qu'elle fait allusion à ces IVG. Hein, vous avez vu, je l'ai pas dit, je l'ai dit pas par hasard. C'est-à-dire le fait qu'elle fait allusion déjà à ces grossesses qui n'ont pas abouti. Ce rapport qu'elle peut avoir avec la mort, quand elle dit « Oh, moi, la mort, c'est une porte de sortie, si j'en ai marre, hop, je trouve la mort. » D'accord ? Alors, évidemment, ça appartient à cette pensée relationnelle qu'elle a, je dirais, mise en place à partir de la relation avec la mère et qui la renvoie précisément à cette idée que la mort, c'est la vie c'est la mort. C'est-à-dire qu'on est là dans quelque chose où il n'y a pas la différence et où mourir, c'est vivre, et vivre, c'est mourir. Donc, qu'est-ce que c'est cette histoire de naissance au milieu ? Alors, comment elle peut conjurer, ou comment elle peut se défendre, qui est comme une sorte d'extraterrestre qui se retrouve là ? Comment c'est compatible ou incompatible ? Et dans quelle mesure ça participe à resserrer l'impasse, je dirais, c'est-à-dire à créer, comme je disais, un élément concentrique, c'est-à-dire comme une boucle qui se reboucle. Vous voyez ? C'est-à-dire alors que l'émotion dans son système n'a pas lieu d'être, est liée, mais il ne faut pas qu'il y soit contradiction supplémentaire. D'ailleurs, elle va prendre l'échappatoire de dire j'ai le boulot, quand moi je vais la faire garder, nounou, crèche, là, mais elle ne va pas du tout être dans mon petite fille qui est mignonne. Est-ce que la grossesse qu'elle a évitée par 2 fois, avec l'IVG puis la fausse couche, peut-être que là, effectivement, c'est voir surgir une émotion qui est incompatible avec son fonctionnement et qui peut participer, je dis, à renforcer l'impasse. Mais pour moi, ce qui était important de souligner ici, c'est l'impasse d'origine qui est de nature temporelle, qui est propre au rapport avec le temps et l'espace du corps, qui est bien hanté tout ça, et qui fait le lit, je dirais par la suite, voilà, de ces contradictions, de ces mésententes, de ce qui va se complexifier après au niveau de la relation. Et effectivement, si la mère avait guéri de sa dépression, peut-être qu'on aurait eu affaire à autre chose. Mais oui, je suis d'accord aussi avec ça. Je pensais que tu parlais des histoires des îles pour l'histoire de la réincarnation, c'est ça ? Non, pas tant la réincarnation, mais les morts vivants. Les morts vivants, oui, d'accord. Les morts vivants, c'est intriguant, parce qu'ils sont soi-disant vivants, mais ils sont morts. Ouais. Sauf que dans les îles, c'est des cas, c'est la magie noire, je ne sais pas comment on peut avoir là. Mais ça rappelle un petit peu sa tentative de sortie d'une relation avec ma mère, une relation forte, par une adaptation qui est ni vivante ni morte. Oui. Et qui se répète. Bon, si pas de questions. En tout cas, merci pour cette année. Peut-être à l'année prochaine. On verra si ça continue. Merci à tous en tout cas et bonne fin d'année.